au point où on en est, il aurait fallu commencer par examiner la programmation pluriannuelle de l'énergie et puis ensuite aborder l'ensemble des modes de production, énergie renouvelable, nucléaire, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça est saucissonné. On a examiné au Sénat un texte sur les énergies renouvelables qui est en ce moment à l'Assemblée. On nous parle d'un texte sur le nucléaire au début de 2023. Et ensuite la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, et on nous cache ce qu'il y a derrière la recapitalisation d'EDF, qui est en fait le projet Hercule qui va revenir par la fenêtre, c'est-à-dire le morcellement et le démantèlement d'EDF, l'outil énergétique dont on a justement besoin pour assurer la crise que nous vivons et les transitions. Et pour vous, c'est pas une bonne chose de renationaliser totalement EDF ? Si, c'est une bonne chose, mais à condition d'en faire un vrai outil public. Mais pour répondre à la question de Thierry Rabillet, que je salue, oui, il faut qu'on puisse associer les citoyens à cette discussion. Je pense que on voit aujourd'hui que cette question des politiques énergétiques, ça n'est pas un sujet de spécialistes, ça n'est pas un sujet d'économistes ou d'élus locaux, et qu'il y a besoin de réfléchir à quel mix énergétique nous avons. Moi, je suis tout à fait favorable, et je le dis dans le débat public qui s'engage à l'accueil de ces EPR de nouvelle génération à Penly, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on est dans une situation de déficit de production énergétique. Mais je tiens beaucoup, et nous l'avons fait entendre notamment sur les énergies renouvelables également, à ce que les gens soient associés à ce débat, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire ce type d'infrastructure, que ce soit des éoliennes ou que ce soit des réacteurs nucléaires, sans en passer par le débat public. Les gens veulent de la transparence, ils veulent pouvoir donner leur avis, et ça me semble parfaitement légitime. Thierry, une question sur le nucléaire ? Justement, cette voie-là que vous portez, vous, avec votre groupe, avec les autres élus communistes, n'est pas partagée au sein de la NUP par vos alliés de LFI et des Verts, bien entendu. Est-ce que finalement, cette question de l'énergie, dans une situation aujourd'hui très tendue au niveau de la souveraineté énergétique de la France, est-ce que c'est un point de crispation qui va ne faire que s'amplifier et qui peut morceler finalement votre groupe, la NUP, dans les mois à venir? Bon, c'est un point de désaccord de longue date entre certaines forces de gauche. Il y a d'autres points d'accord, y compris en matière énergétique, par exemple sur la nécessité d'un secteur public, d'un service public, parce qu'on voit bien aujourd'hui que laisser faire le marché et laisser le marché organiser la politique énergétique nous conduit dans la situation que nous connaissons aujourd'hui et qui a besoin, là encore, que la puissance publique soit à l'initiative, planifie, organise les choses et une vision de long terme. Une politique énergétique, ça se fait avec une vision à 50 ans, pas sur un quinquennat, évidemment. Et donc, moi, je crois, c'est aussi pour cette raison que je pense qu'il faut associer la population. On voit bien qu'on est dans une situation qui revisite complètement ces questions-là, au sens où je n'avais pas imaginé, et je pense que dans ma génération et les générations d'en dessous, on n'avait pas imaginé qu'on puisse se trouver un jour en pénurie d'électricité en France. Eh bien voilà, ça permet de revisiter le débat, de remettre à plat la manière dont nous produisons de l'énergie. Est-ce que pour vous, cette pénurie d'électricité, c'est la conséquence du manque d'investissement sur le nucléaire ? Oui, c'est la conséquence du manque d'investissement et de renouvellement, d'aller vers du nucléaire de nouvelle génération, qui nous oblige à prolonger la durée de vie des centrales existantes et qui nous met aujourd'hui dans la situation qu'on connaît. Et puis des sujets, pour continuer d'évoquer le département de la Seine-Maritime, complètement incohérents. On ferme la centrale thermique EDF du Havre il y a un peu plus d'1 an maintenant, au motif, et c'est assez juste, que le charbon n'est quand même pas l'énergie la plus propre qui soit. Mais pour faire aujourd'hui un terminal méthanier dans le port du Havre qui va liquéfier du gaz naturel dont une part importante va venir de gaz de schiste américain exploité avec fracturation hydraulique, ce qui est encore pire, je dirais, en matière environnementale. Et au passage, on passe d'un outil public EDF à un terminal méthanier opéré par Total privé.
comment nos concitoyens peuvent-ils comprendre ce type de choix ? Je crois que vraiment, il faut qu'on renoue avec une politique énergétique de long terme menée par la puissance publique. Et Thierry, une dernière question sur l'hydrogène vert, Thierry. Oui, parce que dans la vallée de la Seine, il y a de nombreux projets qui sont en train de pousser, notamment dans la région dont vous êtes originaire, en Seine-Maritime. Comment vous voyez au contraire ces investissements qui sont massifs ? Certains proviennent de grands groupes étrangers, canadiens ou américains. Est-ce que là aussi vous êtes vigilante ou au contraire vous les accueillez à bras ouverts, ces projets qui sont colossaux pour la vallée de la Seine et pour le département de la Seine-Maritime en particulier ? Je pense que tout le monde doit jouer le jeu du développement de la production énergétique dans un mix, c'est-à-dire avec différentes sources et notamment de l'hydrogène vert. Et donc bien sûr que des groupes privés ont leur rôle à jouer et à investir dans la matière, mais il me semble aussi qu'il faudrait, pour pouvoir organiser et donner de la cohérence et de la cohésion à l'ensemble de ce secteur, un pôle public qui permette de chapeauter, je dirais, l'ensemble de ces productions. Et donc oui, j'accueille volontiers. Je pense que la Normandie a un rôle, est une des premières régions productrices d'énergie aujourd'hui, qu'elle doit le rester, qu'elle doit même faire des transitions, et cela en fait partie. Mais oui, nous sommes vigilants parce que nous pensons qu'on ne peut pas laisser ce secteur uniquement dans les mains du marché. Merci Thierry. Un mot sur votre une, tout autre sujet. L'Armada jette l'ancre dans 6 mois. Voilà. On est toujours sur l'eau, mais sur de l'eau beaucoup plus touristique. Merci Thierry Ravier, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis la Seine-Maritime. Un mot sur un autre sujet, Céline Brulin, c'est les Jeux Olympiques. Alors ça peut paraître loin, c'est en 2024, mais quand même, vous avez signé avec une trentaine de sénateurs une tribune dans Le Monde. Vous appelez à tout faire pour sauver les festivals en 2024, menacés justement en raison de l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Gérald Darmanin a dit devant le Sénat qu'il était difficile d'assurer la sécurité de plusieurs événements d'ampleur simultanée. Avant de parler du fond, est-ce qu'il y a eu un problème de forme dans l'annonce de Gérald Darmanin ? Je ne sais pas si c'est un problème de forme, mais il y a eu quelque chose d'hallucinant qui s'est produit effectivement, puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé devant le Sénat qu'il faudrait annuler en gros les festivals, qu'on a vite vu que même la ministre de la Culture n'avait absolument pas été associée à cette annonce. Et dont on ne sait d'ailleurs même pas sur quoi elle se base, parce que la première des choses à faire, ce serait sûrement de regarder quels sont les besoins en matière de sécurité pour assurer et les Jeux Olympiques et les festivals, qui sont tous des moments qui doivent être des moments festifs, des moments de rassemblement populaire, qui vont nous faire tendre bien dans les périodes qu'on connaît, crise sanitaire, crise énergétique, pouvoir d'achat. On a besoin de rassembler les gens sur des moments festifs, des moments heureux, et il n'y a rien de pire que de les opposer. Et c'est vraiment très choquant ce qui s'est passé autour de ça. Oui, et vous le dites dans cette tribune. Alors, les festivals, effectivement, sont un moment de rassemblement populaire, mais c'est aussi une manne économique pour nos territoires. Bien sûr. Comment on fait, du coup, pour les sauver en cette année olympique ? Il faut se mettre au travail. Il n'est pas trop tard. Regarder quels sont les besoins. Regarder si ici ou là, il n'y a pas besoin de modifier un petit peu les dates de certains festivals. Moi, je pense que si on met autour de la table les organisateurs des festivals, les organisateurs des JO, les collectivités qui sont elles aussi beaucoup en soutien de toutes ces manifestations, on va trouver des solutions intelligentes plutôt que d'annoncer. Moi, ça m'a fait l'effet que des moments qui doivent être heureux aller se transformer en une concurrence entre le sport et la culture, alors qu'au contraire, tout ça, ce sont des grands moments pour notre pays et qu'il faut qu'on puisse les réussir tous. Ouais, l'une des solutions, c'est de baisser les ambitions de la cérémonie d'ouverture. On a vu trop grand pour cette cérémonie d'ouverture. C'est une cérémonie inédite qui se déroulera tout le long de la Seine. 600 000 personnes, plus de 5 km. C'est trop, c'est pas adapté. Mais je pense que la France doit avoir les moyens d'assurer la sécurité de ce genre d'événement. Ça n'est pas possible. On parle depuis un moment du fait que la France ne va pas être en capacité d'éclairer tous les gens aujourd'hui, que la France ne serait pas en capacité d'assurer et les Jeux Olympiques et des festivals. Non, moi je crois qu'on a d'immenses capacités et qu'il faut les mobiliser.
Mobiliser l'armée aussi, c'est ce que vous dites aussi dans cette... Oui, enfin, je pense qu'avant ça, il y a des tas d'autres solutions à trouver. Merci, on aura l'occasion d'en parler. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci Céline à Brulin vous. d'avoir été notre invitée pendant cette première...